Bienvenue à tous, hommes et femmes de lettres, dans votre magazine littéraire à livre ouvert sur Digital Congo Télévision. Et comme chaque mardi à partir de 20h40, heure locale, nous nous retrouvons autour d'un ouvrage littéraire scientifique pour tout d'abord l'ouvrir, puis le scruter et le découvrir, enfin d'enrichir nos connaissances. Et pour ce soir, nous allons à la découverte d'un ouvrage scientifique intitulé « La gestion de l'interprétation des entreprises par la préservation des écosystèmes naturels », ouvrage paru aux éditions L'Harmattan l'année dernière. Ce livre est écrit par un auteur congolais. Il s'agit du professeur Daniel Mulenda Lomena Emomba. Qui est-il? Je vous invite, comme d'habitude d'ailleurs, à les découvrir dans cette rubrique réservée à l'écrivain. Soucieux de voir un Congo prospère, Daniel Mulenda Lomena Emomba, docteur en économie et spécialiste des questions liées à la gestion stratégique des entreprises, à l'économie écologique et au développement durable, professeur associé, l'auteur est enseignant à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences économiques et des gestions, au département de sciences de gestion et à la faculté des sciences et au département de sciences de l'environnement. Daniel Mulenda enseigne également à la faculté des sciences économiques et des gestions de l'université de Kindu et à l'école nationale d'administration ENA en sigle de Kinshasa. Il est cadre de direction, directeur financier honoraire de la Congolaise des Voies Maritimes et directeur de cabinet honoraire au ministère de l'économie et commerce de la RDC. Le résultat de cet ouvrage résulte de recherches doctorales complétées par l'expérience acquise à travers 3 années d'enseignement de cours de développement durable, l'économie verte et d'économie de l'environnement dans les universités et écoles spécialisées de la RDC. Il vient donc de publier cet ouvrage intitulé « La gestion de l'intégration des entreprises par la préservation des écosystèmes naturels ». Ouvrage que nous ouvrons ce soir. Professeur Daniel Mulenda, soyez le bienvenu. C'est vrai que cette fois-ci, ce n'est pas un cadre habituel d'un livre ouvert. Nous nous sommes dirigés vers l'auteur et merci de l'accueil. Merci. Vous vous sentez très à l'aise, hein? Merci. Alors, vous venez nous présenter votre ouvrage intitulé, je le disais d'ailleurs, « La gestion de l'intégration des entreprises par la préservation des écosystèmes naturels », paru aux éditions L'Harmattan l'année dernière, soit 2017. Et il faudrait retenir que c'est dans une série économie publiée aux études africaines. Alors, si vous le permettez, je vais devoir emprunter vos mots. Vous vous opposez à la tendance anthropocentrique de l'environnement où l'homme domine la nature, l'exploite sans merci, sans réserve, sans ménagement, voire méchamment pour tirer les plus de profits possibles sans se réaliser qu'il détruisait la biodiversité et déséquilibrait les écosystèmes naturels. Alors, pouvez-vous nous dire en quelques mots quelles sont les motivations qui vous ont poussé à écrire cet ouvrage et quelle en est la quintessence? Merci beaucoup, madame. En fait, vous avez donné une synthèse très intelligente. Merci, bonsoir. Oui, nous avons été motivés par un fait. Nous sommes dans un pays potentiellement très riche, mais où les populations sont très pauvres. Nous nous sommes posé la question, mais quel est le vrai problème? Et vous l'avez dit, le problème c'est que nous œuvrons dans une vision anthropocentrique, c'est-à-dire où l'homme ne vise que la maximisation du profit financier. Notre pays, c'est une économie duale, comme nous les économistes nous le disons. Nous avons les villes et nous avons les campagnes. Vous devez savoir que 70% au moins de la population habite en campagne et que ces gens-là n'ont ni argent ni technologie.
Ils n'ont que les ressources naturelles. Alors quand nous allons exploiter par exemple des cuivres, nous détruisons l'environnement. On pollue les eaux, on fait de la déforestation, mais on devrait savoir que nous créons ici une pauvreté durable chez nos compatriotes qui habitent ces coins-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, la ville de Mbujimaï, à un moment, il y avait beaucoup de diamants. Ça faisait beau vivre et y aller faire les affaires. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de diamants. Qu'est-ce qu'il y a en Mbujimaï? Qu'est-ce qu'il y a à Tikab? N'est-ce pas? C'est pour dire que cet ouvrage a été écrit pour sensibiliser les gens à changer l'approche des gouvernances économiques. Nous devons passer de la gouvernance prédatrice des ressources naturelles à une gouvernance éco-économique. C'est-à-dire, en plus des profits financiers, nous devrions viser aussi la régénération des écosystèmes naturels. C'est cela qui va permettre qu'on parvienne à asseoir un développement durable. C'est-à-dire, nous mangeons aujourd'hui, nous dansons, mais nous laissons aussi aux générations futures la possibilité de manger et de danser. Mais si nous ne faisons pas ça, franchement, nous créons une pauvreté durable, surtout dans nos campagnes. Donc vous avez opté, il faut le dire, pour une conception hostile qui épargne l'humanité des dégâts écologiques. Alors, dans quelle mesure le rapport que vous établissez entre la gestion d'interprétation des entreprises et la préservation des écosystèmes naturels peut-il être pertinent? Merci madame pour la question. J'ai dit ceci. Nous sommes dans un environnement où les déchets produits par des entreprises sont considérés uniquement comme des objets qui apportent des nuisances. Mais nous disons qu'il faut que les entreprises soient gérées d'une façon intégrée, de manière à ce que les déchets des îles deviennent les matières premières pour les autres. Nous allons épargner nos villes de l'insalubrité, nous allons créer les emplois, n'est-ce pas, vous voyez, et nous allons augmenter la valeur ajoutée sur le plan local. Donc le recyclage des déchets, l'optimisation de la consommation des ressources sont vraiment réalisés convenablement lorsque les entreprises sont intégrées. C'est-à-dire, nous nous plaçons peut-être pas côte à côte, mais je sais que l'entreprise X produit les déchets en plastique non biodégradable. Moi, je peux faire à côté une industrie pour recycler ces déchets et faire autre chose. Vous voyez? Nous avons à côté une entreprise qui produit, par exemple, les déchets des élevages. Moi, je peux le prendre pour en faire des engrais. C'est comme ça qu'on ne rentrera pas, on ne retournera pas à la terre, ce qui n'est pas constructif, que nous appelons les déchets toxiques. Tout va se recycler. Rien ne se perd et c'est tout le monde qui gagne. On crée les emplois, on protège les écosystèmes naturels, on respire de l'air frais, et ainsi de suite. Donc la santé est préservée, l'emploi est créé, la richesse est multipliée. Donc c'est une approche vraiment qui est une solution pour nous, surtout qui avons beaucoup de ressources naturelles et qui ne pouvons fonder notre développement que sur ces ressources. Elles doivent être bien exploitées. Voilà. Voilà, alors quand on vous lit, on se rend compte que vous tirez à boulet rouge sur le capitalisme, que vous qualifiez d'ailleurs de sauvage, parce qu'il met en mal le libéralisme. Alors qu'est-ce que vous lui reprochez précisément? En fait, la théorie qu'Adam Smith avait mise en œuvre, nous l'appelons la théorie de la main invisible. C'est de là qu'est partie la pensée libérale. En fait, cette théorie n'était pas mauvaise. Avec l'homme de son temps, elle disait en quelque sens ici que l'État devrait
s'occuper de fonctions régaliennes et laisser les secteurs privés dans les secteurs de production. Il ne faut pas réglementer la production, il faut laisser le marché réguler les prix. Et cette théorie avait un autre volet qui disait que parce que si le privé gagne, il va réinvestir. En réinvestissant le bénéfice, petit à petit, avec le temps, on pouvait créer le plein emploi. Mais maintenant, tout a été renversé. Parce que l'homme est devenu cupide. L'homme est devenu cupide. Nous voyons beaucoup d'opérateurs économiques qui travaillent sur notre territoire, ou en Afrique généralement, mais ils ne réinvestissent pas. Il y en a qui n'ont même pas de bureau à eux. Tous les profits, c'est rapatrié à l'extérieur. C'est pourquoi vous voyez ici chez nous depuis 1960, on dirait que l'économie ne produit rien. Non, mais tout est rapatrié, rien n'est réinvesti. Et comment voulez-vous vaincre le chômage? Et j'ai dit que l'homme de notre temps est différent de l'homme du temps de l'auteur de la main invisible. Aujourd'hui, on est capable de faire les guerres pour gagner l'argent. Adam Smith n'a jamais prévu ça. L'homme est devenu cupide, il est devenu égoïste. L'homme est dépouillé de toutes les valeurs, toutes les vertus. Les valeurs de solidarité, les valeurs de partage, ça n'existe plus. L'homme veut tout pour lui et pour lui-même et tout de suite. C'est cette philosophie qui a fait du capitalisme un capitalisme sauvage, avec la nouvelle dimension de la destruction de l'environnement. N'est-ce pas? Moi, j'étais dans un pays d'Afrique il y a quelques années. J'avais trouvé une polémique là-bas. Un bateau est venu de l'Europe. Il a versé, c'était dans la capitale, dans une lagune, c'était à Abidjan, des déchets toxiques. Et j'ai vu à la télévision aujourd'hui que les gens qui habitent ces quartiers sont victimes de maladies terribles. Les enfants qui naissent là-bas sont impactés par ces déchets nucléaires toxiques qui avaient été jetés il y a plusieurs décennies. Regardez là où nous en sommes aujourd'hui. On fait des guerres pour avoir l'argent. Je crois que nous, les Congolais, on ne nous enseignera pas ça. Donc le capitalisme est devenu une approche prédatrice au lieu d'être une approche enrichissante. Parce que les auteurs de cette théorie disaient que le libéralisme apporterait le bonheur pour tous. Mais aujourd'hui, cette théorie accuse des limites. C'est ainsi que vous voyez l'extrémisme qu'il y a dans le monde. C'est aussi à cause de la souffrance. Nous avons une forme d'extrémisme ici chez nous que nous appelons les Koulouna. Les Koulouna, ce sont les déchets du capitalisme. N'est-ce pas? Les gens qui n'ont rien bénéficié du système et qui s'interrogent, mais alors pourquoi cette injustice? N'est-ce pas? Le capitalisme a apporté des injustices sociales terribles. Vous allez même dans des grands États comme le Brésil, vous voyez la pauvreté à côté de l'opulence. N'est-ce pas? Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui peut réconcilier ces gens? C'est impossible. Voilà. Donc nous disons, il faut que le capitalisme sauvage cède la place à une autre approche participative, n'est-ce pas? Régénératrice des ressources, qui ne crée pas tant d'injustice sociale. Tout le monde peut se retrouver. Voilà. Et là, vous l'expliquez d'ailleurs très bien, il faut le dire, dans votre ouvrage, dans cette partie où vous abordez le lien entre, je dirais, la crise morale et la crise économique. Alors, vous parlez de l'économie verte que vous évoquez d'ailleurs dans votre troisième chapitre. À votre avis, l'homme doit désormais rendre à la nature de matière
compatible avec les processus de régénération des écosystèmes naturels. Vous l'avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure. Alors comment peut-on, pour le cas de la RDC, appliquer de manière rationnelle le modèle de croissance verte que vous proposez? Madame, je suis très, très content de vous entendre parler parce que je sens que vous avez vraiment lu mon livre. En RDC, si on veut appliquer le modèle de croissance verte, il faut que les gens, à tous les niveaux, apprennent la signification de ces concepts. Oui, c'est ça. Et je recommande d'abord que le développement durable et l'économie verte figurent dans les programmes d'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, il faut avouer que nous sommes vraiment en retard. La plupart de nos programmes, c'est des programmes qui ont été conçus par les Blancs d'il y a 50 ans, 60 ans. C'est dépassé. Il faut que ce concept soit mentionné dans les programmes et surtout les programmes de secondaire, premières années de l'université, j'ai dit sans distinction des facultés. Parce que chacun dans ce qu'il fait, il doit faire de l'économie verte pour susciter le développement durable. Ce sont des matières transversales. Que vous soyez chimiste, agronome, économiste, que vous soyez juriste, financier, vous avez quelque chose à faire pour changer votre façon de travailler. Parce que tous nous avons travaillé jusqu'à aujourd'hui pour gagner plus d'argent. Les numéraires. On a même dit que l'argent c'était le nerf de guerre. N'est-ce pas? Donc il faut que l'esprit change. Quand on met en place une entreprise, que l'on sache que désormais la finalité de l'entreprise, ce n'est plus seulement le profit financier. Il faut élargir les finalités de l'entreprise. L'entreprise, quand elle travaille, elle doit protéger l'environnement, bien traiter l'homme au travail. C'est là où intervient d'ailleurs l'éthique environnementale. Tout à fait. Parce que si vous parlez dans votre ouvrage, on va le rappeler. Tout à fait. Si vous ne traitez pas bien la nature, parce que c'est la nature qui nous donne les matières premières, vous pouvez craindre qu'un jour, que les ressources s'épuisent. Où est-ce que vous allez encore vous approvisionner? Mais au-delà des matières premières, la nature nous donne des prestations que nous pouvons trouver nulle part ailleurs. Par exemple, la photosynthèse. Vous allez la trouver où? J'ai toujours donné aux étudiants un exemple. Supposons que l'air soit pollué au point que personne ne puisse être autorisé de respirer sans bonbonnes. Nous tous on aurait des bonbonnes avec des masques pour respirer à partir des bonbonnes parce que l'air est pollué totalement. Est-ce que cela est-il envisageable? Est-ce que c'est seulement faisable? Est-ce que ça peut permettre à l'homme de fonctionner? C'est pour dire qu'il faut donner aux humains en général et aux Congolais la connaissance sur l'écologie. Parce que les gens ne savent pas ce que nous tirons de la nature. Ils voient seulement les matières premières. Non, il y a beaucoup de choses. Quand la rivière Kalamou coule, qui est allé verser l'eau à la source, c'est la nature qui régénère les cycles d'approvisionnement à nous. Mais quand nous venons polluer ces rivières-là, est-ce qu'on connaît les dommages qu'on cause à d'autres humains? Comme ici dans la ville-province de Kinshasa, nous avons beaucoup de rivières, mais nous avons un problème d'eau potable. C'est des eaux douces, mais les rivières sont polluées. Mais c'est un désavantage que nous créons nous-mêmes, parce que nous ne comprenons pas qu'il faut garder tout ça dans un état de salubrité. Donc enseignons aux gens ces principes d'écologie, et vous verrez que petit à petit, les décideurs vont adhérer. Parce que nous avons l'habitude de condamner les décideurs, mais les décideurs, là, ils ont étudié dans quel contexte? N'est-ce pas? Il faut qu'ils soient formés pour comprendre que l'économie a changé de route. Ils pourront aussi changer l'axe des décisions. Voilà un peu.
Moi, j'insiste seulement sur le programme de formation. Donc vous demandez que l'on respecte les écosystèmes. Alors c'est très bien. Alors j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pouvez proposer à la place de ce paysan vivant dans le milieu rural, où vous le savez très bien, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, donc il est appelé à utiliser, soit à couper les bois au quotidien. Qu'est-ce que vous proposez? Madame, je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si vous la connaissez. Notre société congolaise, là, ne regardez pas les véhicules qui circulent sur le boulevard de 30 jours. Nous sommes une société traditionnelle. Parce qu'en fait, dans notre mix énergétique, c'est-à-dire dans le... Comment je vais appeler ça autrement? Mais c'est mix énergétique parce que c'est un terme technique. C'est-à-dire l'ensemble des énergies que nous consommons, les bois, c'est plus de 90%. Vous comprenez? C'est-à-dire nous sommes tous des paysans. Nous sommes tous des paysans. Est-ce qu'on peut laisser cette situation perdurer? Lorsque nous savons que les forêts sont des pièges de gaz à effet de serre. Non. Notre politique énergétique, notre politique environnementale, ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Nous en parlons, mais franchement, pour notre période, ça ne fait pas bon d'en parler. Que nous détruisons le bois tous les jours pour que nous puissions nous approvisionner en énergie. Si vous allez dans le plateau de Batéké, vous allez faire un constat. Il n'y a plus d'arbres. Et les braises Makala que nous utilisons au sud de la Kinshasa, ça vient de grandes distances. Et je me dis, si les choses ne changent pas, dans 25 ans, les braises proviendront d'où? Peut-être plus loin là de l'Équateur ou de la province orientale. Et dans 50 ans, les braises vont provenir du Brésil. Parce que nous aurons fini tout ce que nous avons ici. C'est vrai que vous prenez pour la protection de l'environnement, mais vous le savez très bien qu'il y a peu, il y a à une certaine époque où l'on a assisté à Kinshasa avec la déforestation, question d'assainir la ville. Est-ce qu'il était opportun d'effectuer cela? Est-ce que c'est par ignorance dans le chef des agents environnementaux qu'ils ont procédé à cette déforestation? Non, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que lorsqu'on plante les arbres dans une ville, un arbre a une durée de vie. Donc, ce qui a été fait n'est pas totalement contraire à la bonne gouvernance environnementale. Sauf que quand vous abattez, il faut replanter. Vous voyez? Quand vous allez aux États-Unis, par exemple, vous allez trouver les gardes forestiers qui contrôlent ces choses. Ils abattent aussi les arbres. Sauf que tout ça se fait à un rythme de régénération contrôlé. Ici, on a enlevé les arbres que les colons avaient plantés, mais nous, depuis 1960, on n'en a jamais planté. Je crois que la première tentative, c'est celle que nous voyons à l'échangeur avec les Chinois. C'est ça le problème. Mais abattre un vieil arbre, ce n'est pas contraire à la bonne gouvernance parce que en ville, ça devient même un risque parce que ça peut tomber sur les gens qui se promènent parce que l'arbre a un âge. Vous comprenez, madame? C'est parce que nous avons arrêté de planter que lorsque nous avons enlevé ce qui existait là, vous sentez même la chaleur qu'il y a aujourd'hui dans la ville. Hein? Si vous allez à Brazza, ce n'est pas la même chose. Pourtant, nous sommes pratiquement dans la même ville parce que là, il y a quand même une politique de reboisement. Donc la protection de l'environnement est le devoir de tous. Hein. On va devoir aller à la rencontre, bien sûr, d'un passage que moi, j'ai apprécié. C'est à la page 47. Je vais devoir lire pour vous. Préserver la diversité biologique de la Terre est donc une nécessité impérative. Quand la biodiversité s'effondre, l'espèce humaine
elle-même est en danger. Mais c'est aussi un devoir. Les hommes sont moralement responsables de ce patrimoine naturel qui leur a été légué par la nature. Ils n'ont pas les droits d'en priver les générations futures. Face à la gravité de la dégradation des environnements sur notre planète, de nombreux pays se sont réunis en 1992 à Rio de Janeiro pour le premier sommet de la Terre. Parmi les différents textes adoptés pour essayer de trouver des solutions, ces pays ont établi une convention sur la diversité biologique qui a pour objectif la protection de la biodiversité à l'échelle mondiale. Cette convention marque une prise de conscience internationale. La sauvegarde de la biodiversité est l'un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Malheureusement, elle n'a pas pour l'instant pas vraiment été suivie d'actes concrets. Voilà, j'ai vraiment aimé ce passage. Vous avez un avis? Oui, j'ai un avis. Et mon avis est celui-ci. On fait beaucoup de bruit lorsqu'on fait des conférences de partis. On met en place des résolutions, mais qui ne sont pas contraignantes. Et les pays peuvent s'engager aujourd'hui et demain, ils se désengagent. Comme le cas avec l'actuel président des États-Unis concernant les accords de Paris. Vous voyez que là, nous avons un problème. Nous avons un problème. Cette question ne doit pas être laissée seulement à la diligence des politiques. Il faut que les citoyens du monde se saisissent de la question de l'environnement. Surtout les citoyens des pays pauvres. Parce que nous n'avons même pas les moyens de nous adapter aux effets des changements climatiques. Donc, quand ça nous touche, c'est vraiment sévère et dramatique. Vous voyez? Donc, j'insiste sur le fait que l'éducation à la citoyenneté que nous prenons ici chez nous devrait comprendre une grande dimension de l'éducation au développement durable. À ce moment-là, nous allons bien gérer ce que nous avons. Par exemple, nous, les Congolais, nous avons de grandes forêts. On parle de fonds verts, crédit carbone. Je voudrais qu'on me dise combien nous avons déjà encaissé. Mais on nous dit, ne détruisez pas les forêts. N'est-ce pas? Mais nous devrions savoir nous battre. Pour bien nous battre, nous devons maîtriser le sujet. Voilà pourquoi j'ai toujours milité en faveur de l'enseignement de ces choses. Pour que les cadres de demain soient bien outillés. Parce que nous, je pourrais me le permettre, nous n'avons pas été armés. Nous sommes en train de suivre ce qui se fait, mais demain nous devrions être des acteurs essentiels, parce que l'importance de nos ressources naturelles nous donne quand même une place importante dans les discussions au niveau des nations. Voilà. Alors vous avez évoqué dans votre ouvrage le concept du réchauffement climatique. Alors certains font allusion à l'augmentation de la température. Ils ignorent les vraies causes de ces catastrophes naturelles qui sont d'ordre divers. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? En fait, le réchauffement climatique, c'est un constat que tout le monde fait aujourd'hui. Parce que si vous pouvez rencontrer un homme âgé de 80 ans ou de 90 ans vivant à Kinshasa, il va vous dire seulement que la chaleur qu'il fait aujourd'hui, ce n'était pas ça qu'il faisait quand il était petit. Mais si vous lui demandez ça vient d'où, je crois que là, il ne pourra pas vous donner la réponse. Les scientifiques ont prouvé que c'est l'utilisation des énergies fossiles qui entraînent les émissions de gaz à effet de serre qui sont allées trouer la couche d'ozone. Cette couche, elle est naturelle pour atténuer les rayons solaires. Maintenant qu'il y a des fissures, on craint même que ça s'accélère.
Ils disent, même les spécialistes, que si ça atteint une augmentation de 6%, ça ne sera plus possible de vivre sur la Terre. C'est pourquoi vous voyez, à travers le monde aujourd'hui, il y a des recherches pour que nous trouvions d'autres sortes d'énergie, qu'on appelle des énergies propres ou des énergies renouvelables, de manière à ce que nous utilisions moins les énergies fossiles et que nous puissions moins détruire les forêts. Vous voyez? Si nous ne parvenons pas à faire ça, je ne sais pas si notre civilisation pourra être sauvée. Parce que dans le passé, il y a des civilisations qui ont disparu parce qu'ils n'ont pas bien géré la question environnementale. Alors ça c'est vrai, et le constat c'est que l'homme s'est détruit lui-même. Je pense que nous devons arrêter. Et la réponse, vous le trouvez dans cet ouvrage, je vous rappelle le titre, La gestion de l'interprétation des entreprises par la préservation des écosystèmes naturels. On va marquer une pause pour aller à la découverte de nouvelles parutions, la présentation du livre bleu de Didier Moumengi. Chères sœurs, chers frères, les défis pour notre pays aujourd'hui, c'est de trouver et de mettre dans un ensemble de combattants, des hommes et des femmes capables de faire entrer notre pays dans le temps des solutions et de l'espérance. Et nous nous sommes mis ensemble dans la Ligue du peuple. Et pour être sûrs que nous disposons de cette boussole clairvoyante qui devrait nous guider vers la construction des nouveaux Congo, nous avons élaboré les livres bleus et nous l'avons baptisé Bréviaire du redressement décisif de notre pays. Ces livres bleus invitent chaque Congolais à exprimer ses talents et accepter d'essuyer sang et eau au travail pour que nous démontrions au monde que ce peuple a l'intelligence, a le valeur morale qu'il faut pour redresser au pas des charges la RDC. Les livres bleus invitent chaque Congolais à démontrer son génie, à faire montre de créativité, à prouver que nous avons dans nos bras et dans nos cerveaux tout ce qu'il faut pour que ce pays change de visage demain. Les livres bleus vous invitent tous, mesdames et messieurs, peuple du Congo, à venger l'humiliation du sous-développement et à montrer au monde entier que l'humanité que nous représentons au cœur de l'Afrique est une humanité de courage, de travail, de l'effort, du bon sens, de l'intelligence et de la clairvoyance. Voilà les livres bleus. Nous vous les donnons comme bréviaire du redressement décisif. Alors, chers frères, chères sœurs, merci de croire qu'avec l'avènement de la Ligue du peuple et les livres bleus, nous entrons effectivement dans le temps des solutions et de l'espérance. Merci. Nous sommes de retour dans ce bureau du professeur Daniel Moulinda qui nous a reçus. Il est venu donc nous présenter son œuvre scientifique intitulée, je rappelle pour nos amis qui nous ont pris en cours, La gestion de l'interprétation des entreprises par la préservation des écosystèmes naturels, paru aux éditions L'Harmattan, c'était l'année dernière, sous-titré, c'est vraiment sous-titré, déterminants et modèles de croissance verte. Alors professeur, une question, vous êtes politiquement vert, au regard d'ailleurs de votre ouvrage avec la couverture qui est verte.
Bon, politiquement non, mais scientifiquement oui. Oui, parce que je suis un scientifique, je ne suis pas un politique. Donc vous avez bien lu les sous-titres, c'est un grand message. Vous avez les déterminants et vous avez les modèles qui terminent cet ouvrage. C'est pour dire que nous n'avons pas seulement fait la philosophie, mais nous avons défini dans cet ouvrage les instruments qui peuvent aider celui qui veut changer, d'échanger. Oui, voilà. Ça c'est vrai. Alors, professeur, moi, je ne sais pas, vous pensez que si l'homme trouvait profit dans la croissance économique de ses intérêts, pourrait-il se soucier de la nature ou de son environnement? Oui, mais c'est l'erreur que nous avons commise depuis longtemps. Les gens ont cru que préserver l'environnement allait à l'encontre de l'augmentation des profits financiers. Mais je peux vous dire aujourd'hui que cette conception a changé surtout au niveau des entreprises multinationales qui trouvent dans la croissance verte des grandes opportunités pour réaliser de la valeur. Je vous ai donné par exemple la question de l'énergie. Vous croyez que si une entreprise vient s'installer à Kinshasa pour produire des panneaux solaires, cette entreprise ne va pas gagner? Elle va gagner beaucoup d'argent. D'ailleurs, j'invite ceux qui en ont de venir le faire ici chez nous. Hein, c'est combien? C'est plus de 100 millions d'habitants qui vivent dans le noir. Parce que l'électricité que fournit la SNEL, on ne peut pas compter sur ça. Dans chaque maison, il y a soit un groupe électrogène, ou des panneaux solaires, des secours, ou bien des sacs de braise. Or, les solaires ici chez nous, c'est une énergie sûre. Vous voyez? Donc, le recyclage des déchets, ce sont des opportunités pour créer des emplois verts. On cite parmi les énergies propres, les énergies hydroélectriques. Nous avons le barrage d'Inga. Pourquoi on ne les termine pas? Parce qu'il peut nous aider à épargner nos forêts et à aller négocier des fonds verts. N'est-ce pas? Non seulement nous allons négocier des fonds verts, mais la qualité de vie d'une cuisinière qui travaille au Makala et celle qui travaille à l'énergie électrique, je crois que c'est différent. Nous recherchons le bonheur, mais ça passe par là aussi. Vous voyez? Donc l'économie verte offre maintenant aux entreprises beaucoup d'opportunités, d'affaires et de bénéfices. Et ça c'est vrai, hein, les relations entre les activités socio-économiques de l'homme et la nature sont conçues au bénéfice de l'homme, alors qu'à ces jours, je le disais d'ailleurs tout à l'heure, l'homme se détruit lui-même. Un dernier mot? Un dernier mot, c'est qu'aujourd'hui, la protection de l'environnement et les bénéfices financiers vont de pair. Pour ceux qui ont compris la nouvelle approche de la nouvelle économie, nous devrions aussi l'enseigner au Congo pour permettre aux Congolais qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat de faire avec, au lieu de pérenniser une approche prédatrice qui ne fait que recycler la pauvreté dans notre pays. Voilà mon dernier. Et comment se procurer cet ouvrage? Sur Amazon? Oui, on peut le trouver sur Amazon. Vous pouvez le trouver sur le site de l'Harmattan. Vous pouvez le trouver aussi dans la librairie de Grand Lac, sur le boulevard, au croisement boulevard Willery, ou bien au croisement Kassai, avenue du Commerce. Ou bien, naturellement, dans mon bureau, à l'université de Kinshasa. Voilà. Alors, pour nos amis qui nous suivent de partout, hein, là je pense à nos amis qui nous suivent dans les provinces, à Bukavu, Kolwezi, Likasi, vous pouvez donc trouver cet ouvrage qui a été publié aux éditions L'Harmattan sur Amazon. L'étant bien sûr que le professeur puisse essayer un peu d'étendre d'étendre un peu sa publication au-delà de la capitale Kinshasa. Merci professeur. Merci madame. Et merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite au programme sur Digital Congo Télévision.